Ben là. Hey, salut, bienvenue à Ben Lala, édition spéciale. Ben là. Pourquoi je dis édition spéciale? Eh bien, dans cette partie, on parle de partenaires. Ben là. Ben là. Vous allez entendre dans les prochaines semaines et prochains mois certains épisodes qui sont commandités soit par des partenaires en argent, soit des partenaires en service, des gens qui ont à cœur le développement du podcast Ben Lala. Alors, c'est pour cette raison que j'ai décidé de dédier une catégorie d'épisodes, je dirais, sur le sujet. C'est-à-dire que lorsque j'ai un partenaire qui décide de devenir, de devenir dans le fond, un partenaire, de soutenir le podcast, eh bien, question d'éthique, j'en fais une mention. Fait que bref, ce que je fais dans mon podcast, dans la section de partenaires sur mon site web, eh bien, c'est à cet endroit-là que je diffuse et que je distribue les podcasts. Par contre, ils sont distribués quand même dans toutes les personnes qui suivent le balado via les différentes plateformes. Par contre, je mets une note, dans le fond, indiquant que c'est un partenaire. Vous comprendrez que la vocation de Ben Lala, c'est premièrement une vocation pédagogique. Donc, sur le plan de l'éthique, il y a certaines entreprises, même s'ils m'offraient des montants importants, que je ne pourrais pas soutenir et que je ne pourrais pas diffuser dans l'environnement de Ben Lala parce qu'il y a une question de valeur, il y a une question aussi, je dirais, de vision aussi alentour de ça. Oui, je suis capable d'avoir différents partenaires, mais tout ça, bien sûr, en respectant l'éthique et le professionnalisme. Par contre, d'un autre côté, le nombre de téléchargements qui augmente, aussi le nombre d'implications que ça demande, eh bien, j'ai besoin de plus d'équipement, j'ai besoin de plus de soutien. Donc, en ayant ce soutien-là, ben, au moins, je suis capable d'avancer, progresser, d'améliorer le produit, d'améliorer tout ça et faire en sorte que les gens, du moins, je l'espère, l'apprécient davantage. Donc, c'est le but du balado. Et pour débuter le tout, en fait, vous allez voir, là, dans les prochaines semaines et prochains mois, je vais distribuer déjà 3 partenaires. En fait, j'en ai 4 partenaires qui sont signés. Donc, on débute notamment avec la présentation de 3 épisodes que j'ai fait avec le collab à Alma. Je vais être franc avec vous, j'aurais pu très bien ajouter le contenu dans ma saison 7 de Ben Lala, mais écoutez, comme c'est dans ma section partenaire, par contre, je vais y faire référence dans certains épisodes, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai vraiment eu un coup de foudre, premièrement pour l'endroit, et deuxièmement pour les gens. J'ai rencontré des gens fantastiques et qu'ils ont le privilège, je dis bien le privilège de travailler dans un milieu qui est exceptionnel. Une bâtisse neuve, de la technologie de pointe, une philosophie de co-construction, de recherche-action. Je vous le dis, là, j'ai été épaté de ça. Donc, je vous présente dans cette partie partenaire 3 épisodes. Une qui présente, entre autres, c'est quoi le collab. La deuxième, on va parler davantage de recherche. Et le troisième, on va parler du volet multidisciplinaire qui compose le collab. Alors, mes chers amis, j'espère que vous allez apprécier la série qui vous sera présentée. Dans le fond, c'est des mini-séries, quelques épisodes sur certaines entreprises. Et je vous le rappelle, le but est bien sûr de vous informer, de vous donner de l'information par rapport à ça, de vous les faire découvrir. Et bien sûr, on les remercie d'être parmi nos partenaires. Un projet comme Ben Lala a besoin de partenaires pour grandir. C'est pourquoi nous avons dédié une section partenaires sur notre site web. Nos partenaires de services ou financiers nous aident à améliorer le contenu, d'augmenter la portée de benlala.ca ainsi que la mise en place d'une bourse soutenant la créativité. De plus, cela nous permet de maintenir un service qui est totalement gratuit. Vous découvrirez des entreprises, des organismes, des humains fantastiques au cours des épisodes partenaires. Vous entendrez des histoires d'entrepreneurs, des histoires qui vous toucheront et peut-être qui vous aideront à faire de meilleurs choix. Nos partenaires doivent respecter nos valeurs et c'est dans cet esprit qu'ils sont choisis. Alors, merci à eux pour leur collaboration si précieuse et à vous, eh bien, il ne me reste qu'à vous dire bon podcast. Alors, je suis actuellement à Alma,
dans un établissement magnifique qui s'appelle le CoLab. Et dans le fond, pourquoi je suis ici? Ça fait suite, dans le fond, à une rencontre avec mon ancienne collègue José Gauthier, avec qui j'ai eu le plaisir d'enseigner au cégep de Chicoutimi. Et puis là, je disais, moi, je vais aller voir ça, je vais aller voir ça, je vais aller voir ça. Puis finalement, l'invitation est arrivée. Hein? José m'a dit, viens donc faire ton tour. Puis là, je voulais faire un podcast. Fait que là, on s'est organisé. Puis on va faire quelques podcasts là-dessus, quelques balados. Alors, José, écoute, José Gauthier, qui est directrice générale, salut, comment tu vas? Ça va bien, toi, Benoît? Comment vas-tu? Ben écoute, ça peut... Bienvenue au CoLab. Ben merci. Puis honnêtement, je peux pas me sentir mal. Tu sais, on se sent bien chez vous. Puis ça, je veux vous le dire, je veux te le dire. Ben, merci. Ça fait partie de notre ADN. Nous autres, de bien accueillir les gens, d'en prendre soin, vraiment. Ben écoute, merci. L'eau est fantastique. Je fais des blagues avec ça un petit peu, mais non, l'eau est aussi bonne qu'au Saguenay. Non, on arrive dans le CoLab, c'est impressionnant, belle bâtisse, tout ça. Et je pense que les espaces ont été... Tu sais, j'ai fait une petite visite tout à l'heure. Les espaces sont magnifiques. Sérieusement, c'est à la fine pointe. Mais on se sent bien dans chaque environnement. Ça, c'est le fun. Puis, pourquoi je parle de se sentir bien? Dernièrement, vous avez reçu... en fait, le CoLab a reçu le prix Impact féminin dans la catégorie Entreprise inclusive et éco-responsable lors du Gala Réseau des femmes d'affaires du Québec en fait 2023 au Palais des Congrès de Montréal. Premièrement, ben, félicitations pour ce prix, José. Puis je présume que si vous avez gagné un prix comme ça, c'est parce que tu sais, c'est pas pour rien qu'on se sent bien quand on arrive ici, c'est parce qu'il y a des valeurs qui sont soutenues de ça. J'aimerais ça que tu nous parles de ce prix-là et de où c'est que ça vient, parce que je pense qu'il y a une histoire qui est en arrière de ce prix-là. Oui, il y a une histoire derrière ce prix-là. En fait, l'histoire a commencé par un projet qui s'appelait, parce que c'est terminé le 31 mars dernier, Entrepreneuriat féminin vers l'économie du savoir. Et je t'avoue, Benoît, que c'est un peu pour ça que je suis arrivée au CoLab. En fait, c'est grâce à ce projet-là que je suis arrivée au CoLab en 2019. À ce moment-là, CoLab, on n'avait pas le bâtiment que tu connais aujourd'hui. On était dans les bureaux du Collège d'Allemand. Puis, ce projet avait 4 volets. Donc, il y avait un volet pour susciter l'intérêt des filles pour l'entrepreneuriat et tout ce qui est les sciences, la technologie. Un volet secondaire, collégial, universitaire, puis il y avait un volet très entrepreneuriat féminin. Donc, en fait, on a eu la chance d'avoir 4 ans de financement pour pouvoir développer tous ces aspects-là au niveau des jeunes filles et des femmes. Puis, ça nous a apporté à créer d'autres projets. Donc, c'était un levier pour pouvoir déposer d'autres projets. Je crois, là, de mémoire rapidement, qu'on en a peut-être 7-8 autres tout à l'heure ou plus tard. Emma te parle des ambitieuses, des astucieuses. Alors, c'est né de ce projet-là. Donc, tout est né de ce projet-là et on a fait grandir l'équipe. On a créé toutes les valeurs au CoLab. Puis maintenant, ben, ça fait qu'on est une équipe de 25 personnes. La majorité féminine, c'est un concours de circonstances. C'est pas voulu, mais on a beaucoup de diversité aussi. Donc, on a le privilège d'avoir beaucoup de personnes ici issues de la diversité. Beaucoup de personnes aussi qui ont plein de profils atypiques. Donc, c'est ce qui fait vraiment la richesse de l'équipe CoLab. Donc, Impact féminin, pour nous, ça a beaucoup de... Ça nous rappelle des souvenirs de tous les projets qu'on fait puis qu'on a construits autour, on a bâti en fait autour de ces projets-là pour vraiment faire en sorte que la relève féminine soit bien outillée, mieux outillée pour arriver sur le marché du travail. Donc là, tu nous parles de ce prix-là et dans le fond, de comment tu es arrivé. Parle-nous justement du CoLab. Là. Comment c'est venu au monde, ça? Parce que là, dans le fond, on est dans un super bâtiment et dans le fond, ça a commencé à l'intérieur des murs du collège. Parle-nous un peu de ça. Là. Comment ça s'est construit? De qui a eu l'idée? Comment est-ce que... Ça part de où? En 2017. Ça commence en 2017. La directrice générale était Josée Ouellette. Il y avait une planification stratégique qui était en cours. Puis là, il faisait un petit peu le point sur qu'est-ce qui se passait au Collège d'Alma puis vers où on devrait s'en aller. Puis il y avait beaucoup de recherches au niveau de tout ce qui était réalité immersive puis tous les aspects du numérique.
Et c'est là que il y a eu une prise de conscience sur on devrait aller plus loin pour combler les écarts au niveau des compétences numériques dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a eu un grand rassemblement en 2017 où il y a près de 80 personnes qui ont assisté à un événement. Donc, il y a eu une mobilisation régionale autour de tout ce qui est les compétences numériques. Et Colab est né de ça, de cette mobilisation régionale-là. Puis là, suite à ça, ben, les discussions se sont poursuivies. On a pu constituer l'organisation. Et en 2019, bien, les premiers employés sont arrivés. Il y a eu Emma, qui était la première, moi en deuxième. Donc, les projets ont commencé à grandir tout doucement pour en arriver aujourd'hui, là, en 2023. Et dans le fond, au quotidien, là, ce qui se passe aujourd'hui, parce que vous avez grandi, c'est jeune, là, le projet est né, a été pensé à partir de 2017, a vu le jour en 2019, 2020. Là, tu disais, je pense, là, vous êtes rendu aux alentours de 20-25 employés. Oui, on est 25 employés, quelques étudiantes là, qui travaillent encore. On a toujours quelques employés qui sont aux études, mais qui travaillent à temps partiel ici. Donc, autour de 25 employés. Donc, c'est une belle équipe de travail. Colab, c'est un centre de recherche et d'innovation. Donc, c'est des projets de recherche, des projets d'action qu'on fait à travers différents groupes de recherche, différents groupes de personnes, en fait. Je m'excuse. Mais notre mission à nous, c'est d'initier, d'expérimenter puis d'accompagner des projets d'appropriation des technologies. Donc, on parle, oui, de tout ce qui est technologie numérique, mais en développant les compétences de l'humain. Donc, on passe par la personne, l'humain, qui développe ses compétences, ses capacités pour s'approprier les technologies, parce que les technologies, elles sont là, elles existent, elles vont toujours évoluer, mais les personnes, on doit les préparer en amont. Ils doivent développer les compétences pour pouvoir s'adapter à tout ça. Donc, on travaille avec les personnes, les organisations, les entreprises. Donc, c'est notre mission à nous, Colab. Un des sujets qui est d'actualité présentement, c'est celui de l'intelligence artificielle. Mm-hmm. J'ai eu le privilège dans ma visite de parler avec une personne extraordinaire. Je ne me souviens plus de son nom par contre. Nathaniel, je crois. Oui, Nathaniel. Donc là, il m'a parlé sur le plan technique. Il y a un mot qui revenait souvent. On utilise l'intelligence artificielle, Pour toi, José, là, dans ta vision du Colab, je dirais l'appropriation, le développement de l'intelligence artificielle, l'enseignement de l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça se place où dans vos priorités? Actuellement, là, on en est beaucoup en sensibilisation, démystification, parce que les gens, justement, ils voient pas nécessairement le bon, ils voient beaucoup qu'est-ce qui est mauvais. Mais l'intelligence artificielle, c'est un outil. Si on se remet, Benoît, en 99-2000, c'était, tu sais, là, le Google est arrivé ou tout ça, on disait, mon Dieu, ça va tout changer, c'est pas bon, c'est pas bon. Aujourd'hui, si on n'avait pas Google, on ne serait rien parce qu'on l'utilise à tous les jours. C'était une technologie de rupture à ce moment-là. Oui. Ça a changé le visage du monde et possiblement que l'intelligence artificielle en est une. C'est tôt de le dire, mais je pense qu'on peut s'avancer un petit peu là-dessus. Oui, c'est un peu la même chose. C'est un outil que je crois qu'on va utiliser de plus en plus. C'est d'apprendre à l'apprivoiser. On a un rôle à jouer, nous, comme centre de recherche, à démontrer qu'on peut qu'on peut utiliser cette technologie-là au niveau éducatif, au niveau aussi des entreprises. Donc, c'est à nous vraiment on a un rôle de sensibilisation à ce niveau-là. Puis, je vous dirais que il y a plein de beaux côtés au niveau de l'entreprise parce que si on regarde au niveau de tout ce qui est les difficultés de main-d'œuvre aujourd'hui, des tâches qui sont routinières, qui n'ont plus de valeur ajoutée, alors l'intelligence artificielle, par le biais d'un robot, par exemple, peut nous aider à pouvoir accomplir des tâches qui sont un peu moins intéressantes aujourd'hui pour des personnes. Puis, les personnes qui réalisaient ces tâches-là, on peut les développer, on peut actualiser leurs compétences pour qu'ils puissent faire autre chose puis s'accomplir dans le cadre de leur travail. Donc, c'est tout ça qu'il faut apprendre à discuter avec les gens. Puis, je pense que ça va faire son bout de chemin. Moi, j'ai pas de crainte. Quand ça arrive, oui, c'est beaucoup de choses, mais je pense qu'on va s'adapter tout le monde. Je vais revenir au Colab sur le bâtiment. Quand on m'a fait visiter, j'ai eu la chance de visiter ton bureau sans le savoir parce que tu as en fait un cubicule ouvert avec tes collègues, avec les membres de ton équipe. Comment tu trouves ça de diriger, de travailler comme ça à air ouverte avec tes collègues? Hey, c'est une bonne question, Benoît. J'adore ça.
Je suis toujours avec mon équipe, donc jamais de bureau fermé. On a toujours travaillé à peu près comme ça. Donc, l'équipe a toujours accès à moi. Moi, j'ai toujours accès à l'équipe. Oui, ça peut paraître pour quelqu'un qui arrive dans un contexte plus conventionnel ou traditionnel, les gens font le saut souvent, mais nous, c'est notre façon de travailler. Donc, on a une approche vraiment très travail d'équipe, très collaborative. On dit toujours, ben, quand on passe les entrevues, on est un peu déjanté. Donc, il faut s'attendre à travailler de façon différente au collab, puis de ne pas arriver avec des idées toutes faites parce qu'on est dans un milieu de recherche, dans un milieu créatif. Donc, on challenge nos projets, on challenge nos trucs, puis c'est ça qui fait la richesse des projets qu'on accomplit actuellement, là. Donc, il faut qu'on déconstruise notre perception du travail en quelque sorte, parce qu'avoir la DG juste à 2 pas, hein, que tu peux la déranger quand tu veux, ben, je présume qu'il ne te dérange pas d'ailleurs quand les membres de ton équipe vont te voir. Toutes les personnes sont très respectueuses quand même, là. Quand on a à se consulter en équipe, ben on a des salles. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est seulement des bureaux ouverts au collab. OK. On a quelques endroits où on peut vraiment se retrouver en petite équipe ou en grande équipe. Donc, mais oui, il y a de l'adaptation pour les personnes qui arrivent ici. Il faut vouloir embarquer dans cette belle aventure qu'est le collab. Dans les axes de recherche du collab, dans le fond, vous citez le territoire numérique, la transition numérique des PME, le leadership entrepreneuriat numérique. C'est le fun, ça, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de, premièrement, comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Et si on mélange ça avec le numérique et le concept de leadership, on a un axe de recherche assez important. L'innovation pédagogique et la capacité numérique. Donc, dans ces 4 axes de recherche-là, Josée, comment vous procédez pour faire avancer la recherche? On procède toujours, nos 4 axes de recherche, là, les axes que tu viens de nommer s'adressent à des publics différents. OK. Donc, si on prend le territoire numérique, c'est vraiment les acteurs locaux. Tout ce qui est MRC, les villes, les municipalités. Donc, à développer les compétences de ces personnes-là pour offrir, par exemple, une expérience numérique citoyenne intéressante. Donc, les projets vont s'adresser à ce public-là. Si on parle de leadership entrepreneuriat numérique, on s'adresse vraiment à plusieurs groupes et tous les projets éducatifs par rapport aux jeunes, à susciter l'intérêt pour l'entrepreneuriat, à susciter l'intérêt pour les métiers et professions du futur, parce qu'on sait qu'en 2030, elles vont avoir évolué beaucoup, beaucoup. Donc, il faut travailler les compétences des jeunes. Donc, on a beaucoup de projets qui s'adressent dans ça. Et l'entrepreneuriat, aussi développer le goût pour l'entrepreneuriat numérique, l'entrepreneuriat scientifique aussi. On en a besoin dans la région de développer toute cette branche-là. Donc, les projets s'adressent, on va travailler des projets dans ce sens-là. Et la transition numérique des PME, bien, on le sait, hein, c'est un incontournable. Les PME régionales, provinciales, ils doivent s'adapter. Donc, on a un projet très important qui s'appelle Plus numérique, qui est vraiment dans cet axe-là de développer les compétences. Et là, je vais te surprendre, Benoît, on ne travaille pas à développer les compétences des PME directement à l'intérieur. Il pourrait avoir des projets qui développent les compétences directes, mais là, on travaille les compétences des conseillers conseillères qui accompagnent les PME. Parce que tu le sais, les domaines du numérique, là, c'est pas si évident, là. Souvent, les gens pensent site web, marketing web, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Puis souvent, l'entreprise va cogner à la porte de son organisation de développement économique, puis la personne qui va la recevoir, ben si le projet est en intelligence artificielle, des fois, c'est dur à comprendre pour le conseiller ou la conseillère. Donc, on s'adresse à eux, à développer leurs compétences pour qu'ils comprennent toutes les possibilités des domaines du numérique pour être en mesure de bien accompagner les entreprises. Pour les organisations qui embauchent ces conseillers-là, est-ce que c'est bien reçu? Est-ce que c'est juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean que ça se passe ou c'est un peu partout au Québec? C'est dans cette région du Québec, puis c'est presque partout au Québec, là. C'est quand même un projet très important là, qu'on a actuellement au collab, là. Donc, mais oui, c'est bien reçu dans les organisations parce qu'ils le savent, hein, que ça fait partie de la vie maintenant, puis qu'ils doivent comprendre, s'ils veulent bien guider, accompagner les entreprises vers les bonnes ressources, bien, ils doivent comprendre le projet. Donc, oui, c'est très bien reçu. Sur le plan de... tu sais, on parle du collab, là, tu sais, c'est une belle organisation.
Comment vous financez ça? C'est un budget de combien? Je ne sais pas si c'est indiscret de poser la question, mais comment ça se paye tout ça, ce beau projet-là? C'est une bonne question parce qu'on n'a pas encore de reconnaissance provinciale au niveau, par exemple, comme un centre collégial de transfert de technologie, un CCTT. Donc, actuellement, c'est une gestion par projet. Ça rend la chose un peu plus difficile, mais j'ai un budget d'à peu près, c'est autour de 3 millions pour environ 18 projets en cours. Donc, quand tu parles de gestion par projet, ça veut dire que ce soit un projet de recherche ou un projet de sensibilisation, tu dis, ben moi, j'ai tel projet, je m'organise le financer, je le répartis à travers mes équipes, puis je continue mes opérations. C'est à peu près ça que je comprends? J'aimerais ça te dire que oui, mais dans la Non, c'est vie, pas comme c'est ça. pas nécessairement comme Non, ça. C'est explique-moi. que ben on reçoit les appels de projets. Donc le gouvernement provincial, OK. le gouvernement fédéral va Mhm. lancer des appels de projets dans différents secteurs d'activité. Puis nous, on est toujours en veille, on est en veille constante pour pouvoir les happer, c'est pas les manquer. Donc on regarde si ça rentre dans notre mission. Puis on dépose des projets en fonction de ça. Nous, on a une planification stratégique. Fait qu'on sait vers où on se dirige, puis on regarde les appels de projets en ce sens-là. C'est sûr que si on avait un budget de fonctionnement, une sécurité qui nous permettrait de pouvoir développer les projets comme on le veut, on aimerait beaucoup. C'est la situation désirée, mais pour l'instant, le centre est encore jeune. On est en train de faire nos preuves, de démontrer qu'on a une place importante, là, tant au niveau régional que provincial. Donc, on est encore dans ce bout-là, je pourrais dire, OK. cette position-là. Est-ce que tu considères que le collab va atteindre une maturité après quoi? 5 ans, 10 ans d'opération? Tu cibles ça combien, l'âge de la maturité? J'aurais tendance à croire que d'ici 2 ans, au niveau du personnel, du groupe, tu sais, des connaissances de base, la base de connaissances de Collab, on va avoir atteint une bonne connaissance assez forte pour être concurrentielle là, tu sais, au niveau du Québec. On a quand même une mission qui est unique. Hein. On s'intéresse à l'humain, à l'impact qu'on va avoir sur l'humain. On est les seuls au Québec à faire ça. On est les seuls aussi à avoir un studio de captation volumétrique. Ça nous donne quand même une unicité qui est grande, là, qui nous permet de développer des projets de recherche intéressants, là, c'est certain. C'est sûr que le pont entre l'humain et la technologie, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui est un peu curieux peut s'informer. Tu sais, il va aller voir des tutos, tu sais, il va apprendre certaines choses, mais est-ce qu'il va apprendre la bonne chose? Au moins, là, tu t'assures que quand tu confies ou que tu poses des questions à quelqu'un du collab, bien, que l'information, c'est aussi la bonne. Parce que la technologie, tu sais, elle peut nous servir comme elle peut aussi nous desservir. Cette mission-là, au centre de l'humain, tantôt, on parlait des types dans le fond, des axes de recherche par cible. Ici, là, l'humain qui va venir au collab, là, est-ce que ce sont des étudiants du cégep du collège? Est-ce que ce sont des citoyens? Qui sont-ils l'humain qui va bénéficier des services? Ce sont toutes ces personnes-là. Donc, ce sont, oui, des étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiantes. Ça peut être du personnel enseignant. On a beaucoup de projets où on s'adresse aux professeurs ou aux enseignants, si je pense au niveau secondaire, par exemple. Donc, la fabrique numérique, c'en est un. Mais avec notre Fab Lab, on ouvre nos portes à la communauté. Donc, une personne qui a de la curiosité, qui est habituée de jouer là, dans ses affaires, aime ça réparer ses trucs, là, mais le Fab Lab, c'est un immense terrain de jeu pour lui. Là. Puis, il est accessible à la communauté. Donc, cette personne-là peut s'inscrire à des ateliers. On a OK. une offre d'ateliers là, qui est constante. Là. Donc, il s'agit d'aller sur la page Facebook du Fab Lab, du CoLab. Puis, les gens peuvent s'inscrire à nos ateliers et venir. Ça coûte pas cher. Là. Ça coûte 15, 25, ça dépend des ateliers, 40 $. Puis, ils peuvent vraiment profiter d'un technicien qui leur montre comment ça fonctionne, s'amuser, repartir avec une petite création. Puis si ils développent leur curiosité, ils veulent aller plus loin, ils veulent en faire un projet personnel, mais ils peuvent acheter leur carte de membre puis venir au collab.
quand ils OK. veulent, dans notre Fab Ah Lab. oui, ils peuvent venir. Oui, Parce que tantôt, je l'ai visité, le fameux Fab Lab. J'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y avait comme une course à la question que l'équipe travaillait. J'ai trouvé ça vraiment fort intéressant. Et j'ai remarqué, une découpeuse au laser. J'ai remarqué des imprimantes 3D, justement des espaces pour travailler puis de travailler la technologie. Donc, je trouve ça le fun de voir qu'on peut marier en quelque sorte le numérique avec le pratique et de le rendre réel. Donc, quelqu'un qui est moindrement curieux et comme tu disais, je voudrais réparer, tu sais, j'aime ça réparer les choses, ainsi de suite, je pense que ça peut permettre de développer, ne serait-ce que juste comprendre le système électrique des fois qui est en arrière de quelque chose. Je présume que c'est avec ce genre d'atelier-là que les gens sont capables d'apprendre ça. oui, complètement, complètement. Et là, j'aimerais ouvrir la porte aux entrepreneurs de la région. On n'en a pas assez dans notre Fab Lab et on aimerait tellement ça. C'est que les entrepreneurs de la région, là, ils pourraient vraiment venir s'amuser au Fab Lab pour réparer leurs machines. Parce qu'on a des belles imprimantes 3D. Des fois, commandées à l'extérieur, ça peut prendre 2, 3 semaines. Mais arriver au collab, là, ils peuvent, avec quelques heures de travail, ils peuvent pouvoir fabriquer la pièce qui va leur permettre de réparer leur machine dans leur entreprise, puis continuer leur production, puis peut-être leur donner le goût de s'acheter une imprimante 3D ou une machine pour se réparer. OK. Donc, ça, c'est un monde de connaissances pour les entrepreneurs aussi. Donc, Là. une PME qui dit, moi, là, j'ai un bug, là, je ne suis pas capable de recevoir mes affaires. J'appelle au collab avec le Fab Lab. On est capable de voir si on est capable de vous aider. Là. Oui, puis ça va pas coûter une fortune. Là. On l'a déjà fait. Des pièces de drone, par exemple, un drone qui OK. brise. Quelqu'un était venu imprimer sa pièce de drone parce qu'il y avait un délai trop grand avant de recevoir sa pièce, puis il en avait besoin pour son entreprise dans le monde agricole. Donc, une pièce, c'était un semoir. OK. Venir l'imprimer en 3D, c'est possible, là. Puis donc, puis on peut... moi, j'aimerais ça un jour que les entreprises agricoles dans la région aient leur imprimante 3D comme il y a leur autre équipement pour se réparer parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec une imprimante 3D. Le message est lancé aux entrepreneurs de la région. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, si vous vivez un problème technique de pièces, quoi que ce soit, lâchez un petit coup de fil. Ça ne coûte rien. Puis après ça, vous verrez si vous êtes capable de régler le problème. J'irais même plus loin. S'ils veulent vivre une aventure avec leur équipe de travail, là, puis venir explorer, là, on peut aussi les recevoir là, puis leur faire vivre une expérience de Fab Lab. C'est bon, ça. Oui, J'adore c'est le ça. seul dans la région. Il faut en profiter. Ben oui, il est à côté. Écoute, que ce soit à Saguenay ou dans le haut du lac Saint-Jean, Alma est situé centralisé dans la région. On dira bien ce qu'on voudra. Là. C'est pas Chicoutimi, là, le centre, c'est Alma. Je sais qu'il y en a qui ne m'aimeront pas, mais bon, écoute, c'est ça. Dans le réseau de collaborateurs, parce que je pense que j'appelle tout ça un organisme, c'est pas une entreprise. Là. C'est quoi? On C'est est un OBNL, une organisation OK, sans but lucratif. donc, comme organisation, ça demande d'avoir des partenaires. Oui, des partenaires financiers. C'est sûr qu'on a tout de suite en tête le Collège d'Alma qui est votre partenaire. Qui sont les autres partenaires qui gravitent alentour du collab? C'est peut-être la chose dont je suis le plus fière, Benoît, parce qu'au cours de la dernière année, là, on a à peu près une 50aine de partenaires qui gravitent autour des projets. Donc, oui, des partenariats qui sont, des collaborations régionales qui sont super importantes, des partenaires financiers aussi de la région qui sont importants, mais on a beaucoup de partenaires à l'extérieur de la région qui collaborent avec nous sur les projets, que ce soit des universités, que ce soit des entreprises aussi qui s'impliquent dans les projets d'autres organisations sans but lucratif où on a des objectifs communs puis on travaille ensemble. Donc, pour nous, c'est un levier important parce qu'on peut déposer des projets ensemble, aller chercher de l'expertise aussi qu'on n'a pas nécessairement à l'intérieur de notre organisation. C'est une grande richesse pour le collab d'avoir tous ces partenaires autour de nous là, qui croient en nous puis avec qui on travaille à tous les jours, là, vraiment. Est-ce qu'il vous arrive justement de collaborer avec vos partenaires dans des projets de recherche ou d'envisager des projets communs avec eux pour je dirais en co-construction ou en co-collaboration pour être capable de mener un projet à terme? Tout à fait, on le fait déjà. Là. D'ailleurs, on a déposé un projet avec Polytechnique, avec l'UQAM, avec 2 incubateurs aussi à Montréal et nous, Collab, Ah au oui? Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est donc bien hot. Donc, oui, on a déjà des projets où on travaille avec d'autres organisations qu'on dépose en collaboration ensemble.
Ah, c'est bon, j'aime ça. Quand on regarde, dans le fond, dans les moments marquants du collab, vous parlez entre autres du premier salon de l'intelligence artificielle qui a eu lieu en mai 2023. Euh, donc, comment ça s'est passé, ça, ce salon-là? C'est-tu quelque chose Parce que, tu sais, veux pas, là, l'intelligence artificielle, je t'ai déjà posé quelques questions là-dessus tantôt, c'est un sujet d'actualité. Comment ça s'est passé, ce salon-là? Est-ce que ça va revenir? On aimerait beaucoup que ça revienne. On est en attente présentement pour la suite des choses par rapport au Avenue IA. On a eu, en fait, c'est un projet qui s'est déroulé pendant près d'un an où on a eu plusieurs ateliers qu'on a offert aux entreprises de la région pour un peu démystifier, sensibiliser à ce qu'on pouvait faire avec l'intelligence artificielle. Et ça se terminait avec le premier salon Avenue IA. On a eu une centaine de personnes où les personnes pouvaient vraiment parler, discuter avec des entrepreneurs de la région qui vivaient, là, qui utilisaient l'intelligence artificielle à l'intérieur de leur organisation, mais aussi aller rencontrer des organisations qui vivent de l'intelligence artificielle, aller s'inspirer, aller voir c'était quoi les possibilités, mais aussi démystifier. Hein, je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de démystification. Combien ça coûte un robot ou comment moi je peux amener ça dans mon organisation si je suis une très petite entreprise. Alors, il faut, euh, il faut penser des petits pas. Hein. Il ne faut pas penser le gros kit au complet. Ouais, Des fois, on peut intégrer des choses qui ne sont pas très chères. puis des fois, là, écoute, on voit ça trop important. Je me souviens, là, quand j'étais au bac dans les années 2000, ça ne me rajeunit pas, là. Dans les années 2000, quand j'étais au bac, dans les cours, ils parlaient, bon, justement, notamment en production, les cours de production, gestion des opérations, ainsi de suite. Il parlait que la robotisation était l'avenir, puis ça avait déjà commencé dans les usines, puis là, ça n'arrêtait pas, puis ça allait possiblement remplacer l'humain. Tu sais. Puis on est en 2023, puis oui, la robotisation a pris plus de place, mais l'humain est encore là. Tu sais, on ne se le cachera pas, là, l'humain va toujours rester là, tant et aussi longtemps qu'il gère bien, ainsi de suite. Puis tu sais, des fois, on a un peu trop l'image de la scénarisation de Terminator et ainsi de suite qui dit, bon, la machine va finir par prendre le contrôle de l'humain. Qui sait? Hein? Ça arrivera peut-être, mais on n'embarquera pas là-dedans. Là, Puis, moi, je crois sincèrement que c'est l'humain avant tout. Hein. La technologie, les gens doivent aller développer leurs compétences. L'éducation est tellement importante. Là. Si on se propulse, mettons, dans 10 ans, là, imaginez toutes les technologies qu'on va devoir s'approprier puis exploiter. Donc, il faut avoir des compétences essentielles. Là. Je pense au collégial, à l'enseignement supérieur, à l'université, parce qu'on va devoir apprendre tout au long de notre vie maintenant. Depuis que je suis arrivée au collab, Benoît, là, je dois te dire que j'ai jamais appris comme j'apprends aujourd'hui parce que ça va vite, puis ça va être notre vie à tous les jours. On va être en apprentissage tout au long de notre vie, puis c'est merveilleux, mais c'est exigeant aussi parce que ça nous oblige à s'adapter continuellement. Mais ça va être ça, le monde de demain. Puis le Québec a tellement un écart important déjà. Donc, il faut déjà se mettre les deux mains à la pâte puis rentrer dedans. On n'a pas le choix si on veut être compétitif sur le marché puis réussir justement à pouvoir se faire remarquer là, à la grandeur du Canada puis à l'extérieur aussi. Là. C'est sûr qu'on a des filiales intéressantes dans la batterie, avec l'électricité. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais effectivement, il faut être à jour également là-dedans parce qu'à part la révolution industrielle, là, maintenant, on est rendu à la révolution numérique qui est très, très, très importante. D'ailleurs, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure du magnifique studio immersif que vous avez lancé dernièrement. Ce studio-là, pour être capable de produire les images, je crois que vous utilisez notamment l'intelligence artificielle pour être capable d'arriver à ça. Explique-nous un peu le principe de base de ce studio-là et notamment les projets qui pourraient être présentés par des entreprises pour collaborer avec vous autres à ce niveau-là. Oui, vraiment, on a beaucoup d'espoir à faire avancer la recherche, en fait, la technologie de captation volumétrique avec le studio. L'idée vient vraiment qu'on avait déjà une bonne base de connaissances au niveau de la réalité immersive. Le studio nous permet, c'est une technologie émergente. Donc, c'est un studio bêta. On travaille avec Sony à San Diego. Donc, on a un partenariat solide avec Sony qui avait déjà un plus petit studio à San Diego, à Los Angeles. Nous, on est le deuxième
deuxième studio qui utilise la technologie de Sony, donc leur intelligence artificielle à eux. Donc, ils sont venus installer le studio avec nous. Ils ont formé nos personnes ici à l'interne. Maintenant, le studio nous permet de pouvoir capter un objet en 3D, donc le rendre, tu as pu voir tout à l'heure dans les images. Donc, ça permet vraiment de constituer une personne comme si elle existait vraiment dans les moindres détails et de la mettre dans un environnement X. Donc, si on imagine un peu, si les gens à la maison s'imaginent dans un jeu vidéo, aujourd'hui, c'est des avatars, mais là, ça pourrait être toi ou moi qui se retrouve dans un jeu vidéo à faire, à être le personnage principal, mettons. OK. Là. Donc, on pourrait vraiment jouer, on pourrait être notre Super Mario Bros. Nous-mêmes, Oui, finalement. tu sais, si on se donne une image, ça pourrait être ça. Donc, maintenant, la technologie, elle est bêta. Donc, elle est encore avec des limitations. Elle est émergente. En Donc, développement. ouais, on ne peut pas inviter une entreprise à dire on va vous faire. Actuellement, c'est vraiment un outil de recherche. Donc, les entreprises qui veulent essayer des choses, qui veulent être à l'avant-garde, qui veulent vraiment prendre de l'avance sur ce qui s'en vient. Donc, il y a déjà des entreprises intéressées, mais oui, il y a de la place pour de la recherche. Par exemple, on peut, tout au niveau, le studio, tu as vu, il y a beaucoup de lumière. Donc, faire des tests de lumière, regarder jusqu'où on peut aller dans le mouvement aussi, la rapidité du mouvement dans le studio. Il faut dire que pour ceux qui font beaucoup de production, là, on enlève 7 étapes jusqu'au résultat final. Donc, le studio, le fichier là, rendu là, nous permet d'avoir un rendu tellement, ben, je ne peux pas dire parfait, mais tellement plus avancé qu'il y a peu de corrections qu'on va avoir à faire là, pour pouvoir le rendre accessible dans l'environnement auquel on peut le donner. Donc, tu me demandais des exemples en innovation pédagogique au niveau de tout ce qui est, par exemple, psychologie ou soins infirmiers, par exemple, des infirmières qui se retrouvent à être dans des situations où le client ou la cliente est en état de psychotique, mettons. Comment on réagit dans une situation qui est presque réelle dans un casque. Donc, ils peuvent déjà se pratiquer au lieu À cause de que vous avez fait l'enregistrement en situation réelle et Oui. que vous êtes capable de le transposer. Oui, c'est ça. Au niveau des apprentissages, c'est intéressant. Tu es en pédagogie, Benoît, tu vas comprendre rapidement. C'est que quelqu'un t'explique devant une classe une fois. La personne dans la classe, si elle n'a pas compris, elle n'a pas beaucoup de chances d'aller rattraper son retard. Mais si on fait une situation réelle en captation volumétrique, la personne, elle peut aller le revoir une fois, 2 fois, 3 fois, se pratiquer. Imagine comment on peut travailler les compétences différemment. Là, ça C'est devient sûr un outil. que tu te situes dans le milieu de l'action. Là. Tu te mets en situation réelle. Puis pour apprendre, dans le fond, tu n'es jamais mieux que dans une situation que tu sois déjà vécue. Puis souvent, c'est là que tu te dis, dans le fond, c'est la fameuse prise de décision sur le moment. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Donc, peut-être que si tu revivais cette situation-là, tu réagirais différemment. Ou si tu t'étais préparé, ben, ta réaction aurait été autre chose. Donc, c'est ce qui est trippant avec ça, là, dans le fond, dans l'application de ça avec le casque, comme tu l'expliques, en disant, ben, on est capable de mettre les gens en situation réelle. Mais ça, est-ce que ça va aboutir dans les prochaines années avec de la pédagogie réelle dans laquelle on va être capable d'utiliser ça, développer peut-être des segments de formation avec ça? Si on veut développer une technologie qui est émergente, il faut l'utiliser. Donc, il faut faire des projets de recherche pour que l'intelligence artificielle apprenne puis soit en mesure de nous permettre justement de l'utiliser plus facilement. Donc, j'aurais le goût de te dire, ben le studio de captation volumétrique, il y a plein de possibilités. Là, j'ai donné un exemple, mais il y aurait plein d'autres choses qu'on pourrait discuter, mais c'est en l'utilisant. Donc, j'invite les gens, si on peut susciter l'intérêt pour des projets de recherche, bien, c'est comme ça qu'on va pouvoir en faire un succès. Écoute, je trouve ça super intéressant, tout ce qui se passe ici, notamment, vous avez, tantôt, on a ouvert l'entrevue avec le prix que vous avez gagné. Vous avez gagné aussi d'autres prix, là, notamment celui-là en 22, le Collab recevait le prix de l'Axe Culture, des prix de reconnaissance jeunesse en littérature numérique grâce à son projet Mobilisation du leadership féminin autochtone.
C'est quand même pas rien là, de s'intéresser aussi aux communautés autochtones, aux premiers peuples. Donc, est-ce que ça fait partie de votre mission d'intégrer, de former, de sensibiliser les différentes communautés? Oui, dans l'axe leadership entrepreneuriat numérique, il y a différents groupes qui sont ciblés. Puis ce projet-là était super intéressant parce que ben, tous les projets sont intéressants, Non, non, mais écoute, à date, là, je me suis pas endormi sur aucun de vos projets. C'est parce que c'est vraiment stimulant, sérieusement. là, on amenait un groupe de filles du secondaire, de la communauté ici de Masséage. Puis on a eu une très, très belle collaboration avec la communauté. On amenait un groupe 2 jours à faire ici, puis ils devaient réfléchir à une application mobile qui pouvait, on avait mis la question, qui pouvait changer le monde dans leur communauté. OK. Donc, ils devaient réfléchir à quelque chose, puis ensemble développer une application mobile. Puis on avait des gens autour qui leur montraient les logiciels, par exemple, pour dessiner. Puis à la fin, là, c'était magnifique. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces filles-là. Puis, je, qu'est-ce que moi, qui me passionne dans ce que je fais ici, c'est l'impact qu'on a sur les personnes qui participent à nos projets, l'impact sur les jeunes. J'ai l'opportunité de pouvoir, puis mon équipe a l'opportunité de travailler sur des projets qui peuvent changer un peu la trajectoire. Si on parle de développer les capacités numériques ou des organisations de la région, on peut changer, on peut faire en sorte qu'une organisation soit plus compétitive, que les compétences des personnes soient mieux. Donc, c'est ça l'innovation sociale. Fait qu'on a de l'impact. On avait un projet qu'on a fait juste une fois et j'espère on va pouvoir l'expérimenter plusieurs fois. C'était la cabine numérique. Donc, ça s'adressait, puis là, je suis sûre que je vais capter ton attention, Benoît. C'était sur les jeunes qui sont ni aux études, ni en formation, ni à l'école. Donc, on avait un groupe de 10 jeunes qui avaient décroché pour plein de raisons au secondaire. Peut-être qu'ils avaient vécu une mauvaise expérience ou d'autres choses. On avait une diversité dans les 10. Ils étaient tous et toutes différents. On les amenait pendant 12 semaines dans notre Fab Lab. Il n'y avait aucune compétence numérique. On leur disait, t'es capable, viens, on va te le montrer. Et après, ils devaient travailler un projet personnel. Les yeux de ces jeunes-là brillaient. On leur a donné confiance en eux. On a pu leur remettre une certification collégiale à la fin. La fierté dans ces jeunes-là. Et on a pu, en fait, on capte toujours les données, là. Mais à la fin, sur 10 jeunes, il y en avait 8 qui avaient un projet de retourner sur les bancs d'école ou sur le marché du travail. Donc, quand on regarde l'impact, on fait comme « wow, on peut changer des choses ». Oui, puis pour un jeune qui a vécu des situations pas évidentes au secondaire, le système n'est pas toujours bien fait, là, on se le cachera pas. Puis des fois, ils peuvent vivre plein de choses. Puis les jeunes sont en transformation. Puis aujourd'hui, il y a l'impact aussi des réseaux sociaux. Puis leur jeunesse n'est pas évidente. Là, elles sont exposées d'une façon ou d'une autre. Et pour différentes raisons, ils peuvent ne pas terminer leur secondaire, se ramasser dans une situation comme ça, dans laquelle, premièrement, ils peuvent prendre connaissance de leurs capacités, qui sont concentrées sur quelque chose, qui sont axées sur leurs intérêts. Puis, moi, je me souviens au secondaire, possiblement que tu avais ça, ce cours-là. Il y avait un cours de comment est-ce qu'ils appelaient ça? C'est un cours de technologie. Puis il nous apprenait qu'on faisait une petite maison en maquette, puis on apprenait un peu comment ça fonctionnait, et ainsi de suite. Puis, tu sais, c'est sûr que les gars étaient plus axés dans ce cours-là que les filles, tu sais, puis ça nous motivait parce que ça nous ramenait un petit peu. Mais effectivement, ce genre de beau projet-là, écoute, je vous encourage à le faire parce qu'effectivement, sensibiliser ceux qui vont bien ou ceux qui sont déjà dans le système, c'est une chose, mais ceux qui sont ailleurs puis qui ont passé dans les mailles un petit peu. Puis, dans notre société, je trouve ça vraiment important, moi, pour nos jeunes qui aillent chercher de la connaissance. Tu peux réussir ta vie de plein de façons, mais si tu connais les choses, tu vas prendre de meilleures décisions. Si tu sais maîtriser les compétences numériques, si tu sais... si tu connais les codes sociaux, si tu as appris certains éléments que de base au cégep et à l'université,
c'est sûr que tu vas réfléchir différemment, tu vas voir les choses différemment, puis tu vas prendre des décisions différemment. Fait que, tu sais, je vous félicite par rapport à ça. Là. C'est un projet qui me touche parce que moi, j'ai à cœur ces jeunes-là qui décrochent, puis que c'est un bassin de potentiel fantastique. Là. Donc, puis, tu sais, dans notre société, je pense que c'est un enjeu qui va devenir de plus en plus important. Tu sais, on voit la montée de l'itinérance, on voit la montée. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Puis ça, c'est le genre de choses, des fois, que dans un parcours de vie, pouf, tu as une jambette, tu es tombé par terre. Puis là, il n'y a personne qui t'a aidé à te relever puis à te dire, regarde donc dans cette direction-là, quelque chose d'intéressant pour toi. Là. Donc, félicitations pour ce beau projet-là. Tu comprendras que je trouve ça vraiment fantastique. Puis j'espère que pour les jeunes qui sont dans la périphérie du CoLab, qui puissent bénéficier de ça encore une fois. Et les autres, parce qu'on pourrait faire un Fab Lab mobile. Hein? Nous, c'est un projet qu'on caresse, qu'on aimerait bien pouvoir mener de l'avant. Et tu sais combien il y en a des jeunes au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont pas à l'école, ni en formation, ni sur le marché du travail? Non. 1200. 1200. C'est beaucoup. Ah, on pourrait... Ouais. Ça pourrait aider nos entrepreneurs de la région. Oui, ça pourrait être de la main-d'œuvre qui est accessible rapidement. Un Fab Lab mobile. Donc, si tu nous trouves un Fab Lab mobile, je vais m'organiser faire 2 cliniques de cabines. Mais tu peux m'aider à faire en sorte qu'on s'organise à faire un Fab Lab mobile. C'est-tu un défi? Il va falloir que tu parles à mon DG. C'est pas avec moi. Je suis simple professeur, José. Non, mais c'est le genre de projet que, tu sais, avec les partenaires, c'est sûr que, tu sais, moi, ça me rejoint dans mes valeurs, tu sais, puis dans ce qui me touche personnellement. Sans personnaliser le sujet, là, c'est que c'est le genre de situation qui peut tellement avoir un impact. C'est un point de départ, le fun pour nos jeunes. Puis, tu sais, ce volet-là de développement de compétences numériques aujourd'hui, là, moi, je pense que ça devient un enjeu important. Puis, les jeunes, même quand ils sont qui étudient, que ça va bien, ils arrivent au cégep, ils arrivent à l'université, des fois, ils sont démunis face à ces compétences-là. Puis il faut qu'ils les aient développées parce qu'ils sont confrontés à ça tous les jours avec leur téléphone cellulaire, avec tout l'environnement numérique qu'on est là. Ne serait-ce que juste choisir les bons podcasts à écouter. Hein? Oui, tout à fait. Puis la compétence numérique est importante, mais c'est toutes les compétences du futur aussi. Hein? Le travail en équipe, la pensée critique, être capable de prendre une bonne décision par rapport à ce qui se passe et la collaboration aussi. Donc, il y a beaucoup de compétences qu'on travaille à travers les projets qui sont plus les soft skills, qui sont de plus en plus importantes là, quand on engage quelqu'un aussi. Oui, puis c'est rendu des enjeux. Tu sais, ne serait-ce que juste où prendre notre information. À quelle place qu'on prend l'information, la bonne information, qu'est-ce qui est une information vérifiée, qu'est-ce qui est une information journalistique, qu'est-ce qui est de la bullshit, parce qu'il y en a sur les réseaux sociaux, là, puis un peu partout. C'est pas tout bon, c'est pas parce qu'il est écrit comme il faut sur le web que c'est bon. Fait que, tu sais, tout ça, là, en tout cas, c'est un chantier qui est assez important, je pense, puis qui est un enjeu du futur là, pour notre stabilité, en quelque sorte. José, est-ce que tu voulais nous parler d'autres choses en ce qui concerne le CoLab? On est allé dans plusieurs sens dans notre entrevue. On a fait un beau tour. Moi, je crois sincèrement que CoLab, c'est un joyau dans la région, que j'invite les entrepreneurs à se l'approprier, à venir nous voir. Tout ce qui est milieu de l'éducation aussi, on a plein de choses qu'on peut offrir. Puis, monsieur, madame, tout le monde qui veulent développer leur curiosité, ils sont les bienvenus, hein, parce qu'avec notre Fab Lab, là, c'est vraiment l'ancrage du Fab Lab d'ouvrir ces machines-là qu'on a dans le Fab Lab à la communauté pour qu'ils puissent développer leurs compétences numériques. Donc, en profiter. Et peut-être avec les partenaires, un Fab Lab mobile, hein? Bien, on se le souhaite. On va se le souhaiter. On va lancer ça dans l'univers. Oui, on lance ça dans l'univers. C'est bon. Merci, José, d'avoir pris du temps avec moi. Merci, Benoît, d'être venu cet après-midi. Merci. Tu viens n'importe quand. Tu es le bienvenu. Merci. Je vais revenir, c'est sûr. Ben là. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet épisode spécial de notre partenaire, le CoLab. Donc, une belle entrevue, notamment avec José Gauthier, directrice générale du CoLab. Vous pouvez retrouver toute l'information, notamment sur le CoLab, sur le colabnumérique.com, dans laquelle vous allez avoir toute l'information sur les projets, le parcours, l'actualité, les activités et tout le soutien que le CoLab offre. Et si vous avez apprécié
bien sûr le format de Ben Lala, je vous invite à nous suivre sur benlala.ca et sur toutes les plateformes. Sur ce, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!